Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof. Puis la grève. So. J'espère que vous êtes pas trop ennuyé de votre, pas de votre prof, mais de votre podcast ou de votre cours peut-être. Écoutez, bonne nouvelle, la grève, ben c'est terminé. Il va nous rester à valider l'entente de principe là, en assemblée générale, mais rendu là, c'est à toute fin pratique terminé. On peut donc reprendre nos bonnes et belles habitudes et reprendre le rythme parce que bon, le rythme ne s'est pas trop perdu. Je dirais que ça vous a retardé peut-être d'un ou deux jours un maximum. Et on reprend le rythme en écoutant d'abord votre podcast préféré. On est lundi. On se prépare, puis on se prépare à quoi? Ben, le module 7 cette semaine déjà, le module 6 vous a été transmis la semaine dernière avec en rattrapage. Là, je vous ai donné des vieilles versions du cours, mais en même temps, ben, je finis par dire à peu près les mêmes choses, là, je vous rassure. Donc, vous avez vu les enregistrements de l'année dernière, vous avez eu accès au podcast de l'année dernière. J'espère que ça vous contente. Néanmoins, en tout cas, j'ai tenté d'éviter les irritants. Il y en a toujours lorsqu'il y a une grève, puis j'ai tenté de les garder au strict minimum. Module 7 cette semaine. Et ben, quoi faire cette semaine? D'abord, écouter le podcast, mais je vous rappelle, là, l'écouter le podcast, c'est insuffisant. Après le podcast, là, vous le savez, vous devez vous pointer en classe demain, mardi, c'est à 12h30. Oui, Victor Fallu m'écrivait ce matin, est-ce qu'il y a un cours demain? Ben oui, il y a un cours demain. Il y a l'examen là, de mi-session qui va se faire à distance. Vous avez entendu les instructions dans le dernier épisode. Mais oui, il y a un cours demain. Je vais peut-être même vous réserver un petit caout le récapitulatif pour être sûr que vous soyez prêts avant de sauter dans votre examen de mi-session. Donc oui, il y a un cours demain. Vous devez donc vous pointer en classe demain mardi, 12h30. C'est au de Coninck, 11h57. Sinon, il faudra écouter le cours en rattrapage sur Zoom. Puis, ben, vous pouvez aussi assister à distance via le stream ou en direct sur Zoom demain. C'est aux mêmes heures, évidemment. On va explorer ensemble dans ce cours le module 7 et dans ce podcast, on va vous donner un bref aperçu des notions vues dans ce cours, mais ce sera essentiel pour vous d'être là demain pour approfondir tout ça. OK, module 7. Module 7, écoutez, c'est un module surtout axé sur le droit, sur la philosophie aussi. Donc, on est rendu là. Ça s'appelle PHI 3900. Faut faire de la philo à un moment donné. Puis aujourd'hui, on va en faire, je vais en faire un peu dans ce podcast. On va en faire un peu en classe. On va explorer des thèmes profonds, riches, mais difficiles. Le concept de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Responsabilité, puis le concept de jugement. Qu'est-ce que le jugement? Vous voyez déjà là, que ça s'annonce, ce ne sera pas simple. Commençons par la responsabilité. Hein? Soyez responsable. Qu'est-ce que ça veut dire responsable? C'est ça aussi, la philo, là, on prend des termes qui sont communs, mais en même temps, on les utilise sans trop savoir exactement ce qui en est. Pour réfléchir au concept de responsabilité, on va partir d'une citation que vous connaissez bien, qui vient du plus grand des philosophes. J'ai parlé de l'oncle Ben Parker. J'imagine que vous connaissez. Sinon, vous connaissez peut-être parce que c'était l'oncle de Peter Parker dans les aventures de Spider-Man. Et c'est cette citation que je vais explorer. D'ailleurs, demain aussi, c'est la même que je vais explorer en classe. C'est notre point de départ. La citation est la suivante. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. C'est l'oncle Ben qui dit ça là, à Peter Parker. C'est un classique, c'est une ritournelle de tous les films de Spider-Man. Si vous avez écouté la franchise, vous savez que ça revient dans une version, ça revient dans l'autre. C'est toujours là. Puis on dit à Peter, écoute Peter, tu as un grand pouvoir.
Et ce pouvoir engendre de grandes responsabilités. Puis la question va obséder Peter, va le guider. Qu'est-ce qu'être responsable? Hein? Autrement dit, quel est mon rôle? Est-ce que je suis imputable? Est-ce que je suis imputable de tout, y compris peut-être de la mort de mon oncle Ben? Spoiler! Il va mourir, Ben. Il est toujours mort dans toutes les histoires. Donc, être responsable. Mais responsable de qui, de quoi, pourquoi, au nom de qui, au nom de quoi. Tout ça, ça reste à être précisé. Mais la question demeure, c'est quoi être responsable? Euh, qui a dit que la culture populaire n'était pas profonde? Pas moi en tout cas. J'aime toujours ça, retrouver là, des traces dans la culture populaire et geek, des phrases aussi profondes. Ça semble léger comme ça en apparence, mais lorsqu'on se met à gratter, on y voit que il y a tout un pan de la philosophie à explorer à partir une petite citation comme celle-là. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas remarqué, vous savez, cette citation-là, là, c'est un exemple parfait d'éthique de la vertu. Rappelez-vous, là, au module 2, on parlait de l'éthique de la vertu. J'espère que vous n'avez pas déjà oublié ça, là. Typiquement, vous le savez, en éthique de la vertu, on a une valeur. Hein, ici, c'est la responsabilité. Une valeur qui guide l'action, qui guide les décisions, qui donne du sens aux décisions qui seront prises par Peter Parker, mais qui, d'ailleurs, malheureusement, et c'est typique de l'éthique de la vertu, c'est pas des guides vraiment clairs. Hein? C'est-à-dire que sois responsable, ça semble inspirant, mais c'est quoi être responsable? C'est jamais clair. Je dirais que pour nous, si on regarde la citation de l'extérieur, là, être responsable, c'est quoi? En matière de l'éthique de la vertu, on dirait être responsable, c'est agir comme celui qui incarne cette vertu. Hein? C'est agir comme Peter Parker. C'est de lui dont il faut s'inspirer parce que c'est lui qui incarne cette valeur. Puis pour Peter Parker, lui, c'est quoi être responsable en matière de l'éthique de la vertu? C'est agir comme celui qui incarne cette valeur. Puis pour lui, ben, c'est son oncle Ben Parker. Donc, agir comme l'aurait souhaité ou comme aurait agi mon oncle Ben. Voilà, hein, c'est inspirant, mais ça laisse, disons, plus de place aux questions et à la réflexion qu'aux réponses, là, vous l'avez bien compris. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités et le terme pouvoir est important aussi ici, là. Peut-être même plus important que le terme responsable si on veut faire du sens avec cette citation. Pour Peter Parker, le pouvoir, ben, son pouvoir, c'est assez concret dans un film de super-héros, là. Il y a une force, une agilité exceptionnelle, un sens de la perception, hein, son Spider Sense. Si vous jouez à des jeux vidéo, là, c'est les petits éclairs qui sont autour de sa tête là, lorsqu'il y a un danger. Puis c'est parce qu'il a ce pouvoir exceptionnel qu'il a une responsabilité exceptionnelle. Puis vous, hein, ce serait bien de se retourner encore une fois vers vous. Hein, vous, c'est quoi votre pouvoir? Toi, tiens, on va reprendre encore notre ritournelle. Toi, c'est quoi ton pouvoir? As-tu déjà pensé à ça, toi? Est-ce que tu as un pouvoir? En philosophie, pour Francis Bacon, donc qui est un scientifique, mais aussi un philosophe des sciences, là, un philosophe anglais du 16e siècle. Pour lui, il avait une formule fameuse qui a traversé l'histoire de la philosophie, c'est knowledge is power. Knowledge, hein, la connaissance. La connaissance est un pouvoir. Hein, c'est une phrase d'ailleurs que je l'ai entendue récemment dans Game of Thrones. C'est le personnage de Littlefinger, vous savez, celui qui manipule un peu et qui met le chaos un peu, mais surtout qui se sert du savoir. Il sait toutes sortes de choses. Il sait des potins, notamment parce qu'il travaille dans une maison close. Il a un savoir et parce qu'il a un savoir, ça lui donne un certain pouvoir. Le savoir, donc, est pouvoir. Et pour vous, mais votre pouvoir, c'est quoi? Ben, moi, je vous propose de considérer que votre pouvoir, c'est ce que vous pensez, là. C'est-à-dire que c'est votre savoir en sciences et génie, la connaissance en sciences et génie, le pouvoir de faire. Ça aussi, vous avez ce pouvoir-là, le pouvoir de transformer
le monde, la matière, le vivant, de comprendre là aussi la nature, le vivant, la matière, pouvoir d'explorer l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, le pouvoir de, tiens, si on pense à la biologie, de redéfinir l'homme, de redéfinir même ses capacités. C'est ça votre pouvoir. Puis vous avez ce ou ces pouvoirs. Littéralement, là, si vous regardez la définition de pouvoir, c'est la capacité d'agir accrue. Et pour vous, mais vous avez cette capacité d'agir accrue. C'est pas tout le monde qui a ce savoir-là. C'est pas tout le monde qui a cette capacité à transformer tout ce qui vous entoure. Et ça, c'est un pouvoir. Ça fait pas de vous des super-héros, là. Calmez-vous. Mais je vous propose d'ailleurs, on va l'explorer pendant le cours, la notion de héros et héroïnes ordinaires. Hein, c'est-à-dire que des personnes qui ont un pouvoir humain. Hein, c'est votre pouvoir. C'est le pouvoir du quotidien, mais c'est néanmoins un pouvoir. Puis vous, ben, avec cette capacité d'agir accrue, on vous demandera d'être responsable. Comme le disait l'oncle Ben. Hein, soyez responsable. D'ailleurs, votre ordre professionnel va le dire, la responsabilité professionnelle, c'est ce qu'on s'attend. Vous avez un pouvoir, donc soyez responsable. Votre prof, vos parents, la société qui vous font confiance, vous le rappelleront. Soyez responsable avec votre capacité d'agir accrue, avec votre pouvoir. Puis assurez-vous de le mettre au service des bonnes personnes et des bonnes choses et du bien commun. Mais tout ça, ça reste à définir, évidemment. En matière de responsabilité, j'aimerais peut-être préciser pour vous deux sens peut-être un peu plus clairs là, de ce qu'on veut dire par responsabilité. Typiquement, lorsqu'on invite ce mot, hein, responsable, lorsqu'on l'invite à une discussion, il y a deux principaux sens. On va avoir plusieurs en classe, mais je dirais qu'il y a deux principaux sens que j'aimerais explorer avec vous. Le premier sens, c'est le sens rétrospectif. Et le deuxième sens, c'est le sens prospectif. J'en dirai quelques mots. Commençons par responsabilité rétrospective. Rétrospective, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde en arrière. Hein? On regarde dans notre rétroviseur, si vous voulez vous en souvenir. Respondere, c'est l'origine du mot. Essentiellement, ça veut dire répondre de. Hein, respondere. Lorsqu'on parle de responsabilité, c'est ça. Je réponds de quoi? De ce qui s'est passé. Je regarde dans mon rétroviseur, puis je dis, c'est moi qui réponds de ça. Et ce sens-là, ce premier sens-là, c'est le sens, vous pouvez le remplacer par le terme imputabilité. C'est un terme qu'on voit en droit. Là, qui est imputable? Qui a posé ce geste? Qui est responsable des dommages ici? Il y a eu une erreur. Qui est responsable? Qui doit payer peut-être pour les gestes passés? Hein, vous voyez qu'on est toujours dans le rétroviseur. C'est moi. C'est la personne qui est responsable en ce premier sens. Peut-être des exemples puisés dans votre profession. Responsabilité rétrospective, on pourrait dire, ben, qui est responsable de ce viaduc qui s'est effrité un peu trop vite et qui doit être reconstruit. Hein, ici, ce qu'on veut dire, c'est qui est imputable. Hein, il a été construit dans le passé, il y a eu des gestes qui ont été posés. Qui est imputable? Qui l'a conçu? Qui l'a construit? Qui est responsable des dommages? Est-ce que c'est l'ingénieur, l'entrepreneur qui l'a construit ou est-ce que c'est la neige ou le gel, dégel du Québec là, qui est classique, mais on cherche l'origine du problème, on regarde en arrière. Autre exemple, qui est responsable de cette faille de sécurité logicielle? Qui est responsable de la rigueur et de la véracité de ces données GPS? Qui est responsable de la fiabilité de cette machine? Qui est responsable de la durabilité de cette route? Et lorsqu'on regarde en arrière, lorsqu'on tente de savoir qui est imputable, qui sont responsables au sens rétrospectif, lorsqu'on fait ça, ben on emprunte au premier sens, donc la responsabilité rétrospective, c'est toujours respondere, mais je réponds
de ce qui a été fait. D'où le premier sens rétrospectif. Deuxième sens, ben, la responsabilité, c'est le contraire. Responsabilité prospective. Donc ici, on regarde plutôt en avant. Il n'y a rien qui a été fait. Et pourtant, je regarde en avant et je fais une promesse. Je vous promets que cette chose, je m'en occupe et je m'engage. C'est mon rôle. Dans l'exercice de votre profession, là, il y a plusieurs façons de se dire responsable au moment où vous commencez à construire quelque chose. Par exemple, si vous construisez un bâtiment, ben c'est moi, un ingénieur. C'est moi qui est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est moi qui assume ce rôle. Je vous en fais la promesse. Ça va bien se passer. On va respecter les normes. Je suis responsable de sa construction. J'ai des devoirs et obligations associés, évidemment. Je fais partie d'un ordre professionnel. J'ai un rôle. Je m'assure que ça va bien se passer. C'est un pont. Je vous promets qu'il sera sécuritaire. Puis le pont, il est devant. Là. Il n'y a rien encore qui est construit, là, mais il est devant. Devant, là, je parle de la notion du temps. Je regarde devant moi, puis je vous dis, ce pont-là, ce pont à venir, il est ma responsabilité. Je réponds de lui. Il n'y a rien encore de commis, il n'y a rien encore de fait, et pourtant, j'en suis responsable. D'où le deuxième sens, c'est une responsabilité qui est dite prospective. C'est souvent lié aux notions de rôle. J'ai un rôle. C'est aussi relié au sens de promesse. Je vous fais la promesse. Je promets que cette chose, ou je suis responsable de cette chose à venir. Et au module 7, en classe, puis dans l'enregistrement de cours, on va explorer plusieurs formes de responsabilité, plusieurs formes de responsabilité rétrospective notamment. Je vous l'ai dit, la notion de responsabilité rétrospective, c'est souvent associé au droit. En droit, on va souvent parler de responsabilité, donc responsabilité civile, responsabilité criminelle. Tout ça, c'est des responsabilités de type rétrospective. On regarde en arrière, on regarde ce qui a été fait, puis on tente de trouver une personne qui est imputable, qui va répondre de ses gestes. Responsabilité criminelle, ben, qui va répondre des décisions et actions qui ont peut-être compromis la sécurité du public, sinon la paix sociale. Donc ça, c'est responsabilité criminelle. Puis responsabilité civile, on va le voir aussi en classe, c'est de la personne qui est capable de répondre des dommages qui ont pu résulter de vos faits et gestes. Et on va voir aussi en classe la responsabilité disciplinaire qui, elle, est un peu des deux. Là. Il y a une responsabilité rétrospective et prospective. On pointe vers les deux. Souvent, on ne le mentionne pas, là, mais c'est souvent les deux sens. Vous êtes imputable, du moins pour votre ordre professionnel. On souhaite à ce que vous soyez capable d'assumer à la fois le blâme et prendre le mérite aussi lorsqu'il le faut, mais aussi d'assumer votre rôle. Puis ça, c'est de la responsabilité prospective. Donc, responsabilité disciplinaire, on va en dire aussi quelques mots en classe. Remember, with great power comes great responsibility. OK, un autre objectif de ce module que j'aimerais prendre le temps d'explorer avec vous, c'est l'objectif, vous irez regarder, ils sont toujours au même endroit, là. À chaque module, là, vous allez voir les objectifs de module. L'objectif ici, c'est de définir le jugement professionnel et d'en expliquer l'importance dans l'exercice de votre profession. Définir le jugement professionnel. Ça fait partie des défis. Dans vos ordres professionnels, on va vous dire d'exercer un jugement. On va dire que l'exercice du jugement professionnel, c'est au cœur de l'exercice de la profession, mais on prend rarement le temps de le définir et encore moins d'y réfléchir. D'où ce luxe, dans ce cours, de prendre le temps d'y réfléchir. Définir le jugement. Êtes-vous capable de définir? C'est quoi le jugement? Tiens, appuie sur pause, puis essaie de répondre à ça là, à voix haute. Tiens, qu'est-ce que le jugement? Puis, as-tu consulté ChatGPT ou t'es capable? Là, préparez-vous là, parce que le jugement, c'est une notion propre à la philosophie
morale, puis c'est de la grosse philo. Ben oui, ça s'appelle Phi 39.0. Là on saute en philosophie parce que ces notions-là, la notion de jugement, écoutez, il faut replonger, ça replonge à loin là, en philosophie, il faut replonger jusqu'à Aristote. Ça a été repris par Kant, donc un peu plus moderne, mais pour définir le jugement de façon, donc le jugement, ce qu'on appelle le jugement pratique. Le jugement en philosophie, c'est l'acte de prédiquer une chose. Le jugement, c'est quoi? C'est l'acte de prédiquer une chose. Ça semble compliqué comme formulation, mais je dirais que c'est l'idée d'associer à une chose un prédicat, un attribut, une qualité. Ça ressemble un peu à du français, ce que je vous dis, mais en même temps, c'est un peu ça, là. C'est-à-dire que pour prédiquer une chose, ce que je fais lorsque je prédique une chose, c'est que je suis en train de dire ce que cette chose est. Hein? Donc, lorsque je dis cette chose X, on va l'appeler X. Cette chose X est, puis ce qui suit, là. Donc, cette chose X est, avec un suivi, là. Le suivi ici, là, c'est ça. Là. Je suis en train d'exercer mon jugement. Puis prédiquer, c'est le verbe être, dans le fond. Vous savez, c'est tellement un verbe complexe, le verbe être, qu'on oublie d'y réfléchir. Mais dans toutes les langues, d'ailleurs, le verbe être, il est utilisé à toutes les sauces, mais c'est un verbe très compliqué lorsqu'on tente d'y réfléchir. Là. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'étant? Donc, il y a toute cette dimension-là en philosophie. Mais prédiquer une chose, c'est dire cette chose X est. Donc, c'est le verbe être, disons, qui se prépare à vous dire quelque chose d'important. Et ça, on le fait tout le temps, mais on ne se rend pas compte que c'est du jugement, puis on ne se rend pas compte qu'on est en train de prédiquer. Si je dis, toi qui m'écoutes, là, toi, tu es X, donc ce qui suit, mais je suis en train de prédiquer. Hein. Si je dis, ce chien est, hein, j'utilise le verbe être, ce chien est X, donc cette information-là, qui est X, là, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de prédiquer, je suis en train de dire ce que sont les choses, puis le jugement, c'est ça. Hein, c'est la pensée, d'abord, la vôtre, qui est en acte. C'est la pensée, la vôtre, en action. Puis c'est votre pensée en action qui tente de décider ce qu'est une chose. J'espère que je vous ai pas perdu. C'est simple, là, ce que je vous dis, mais en même temps, c'est très profond. C'est juste qu'on utilise tellement souvent le verbe être qu'on oublie ce qu'on est en train de faire. Là. Je vais le répéter. Il y a jugement lorsque votre pensée se prononce sur ce qu'est une chose, hein, sur l'être de cette chose. Puis lorsque votre pensée se prononce sur la valeur d'une proposition, par exemple, elle est en train de prédiquer, elle est en train de juger. Puis typiquement, lorsqu'on juge, on se concentre sur 4 choses. Ce qui est beau, donc ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est bien. C'est pour ça là, que le jugement est important, c'est parce qu'on se prononce sur ce qui est beau, juste, vrai et bien. Et à chaque fois que vous allez essayer de juger, c'est ce que vous tentez de faire. Vous essayez de faire quelque chose de difficile. Vous essayez de définir ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est bien. Peut-être qu'on est mûr pour quelques exemples. Là. En tout cas, ça me semble nécessaire là, pour celles et ceux qui trouveraient un peu ça abstrait. Prenons un chat, tiens. Un chat, c'est peut-être l'exemple facile. Là. Tout le monde a des chats. Regardez votre chat là, autour de vous. Ben, on peut dire, le chat, il est, je me prépare à prédiquer, le chat est beau. Hein? Ben oui, c'est sûr qu'il est beau. C'est votre chat. Mais c'est un jugement parce que la pensée, la vôtre, se prononce sur ce qu'est une chose et cette chose, ben c'est votre chat. Puis que votre
pensée se prononce par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est beau. Hein, le chat est beau. Je suis en train de juger, puis ce jugement implique d'ailleurs une préconception de la beauté. Faudrait expliciter ce que c'est la beauté, là, mais typiquement, c'est un jugement qui se prononce par rapport au beau. On parlera d'un jugement esthétique parce que ça a rapport au substantif beau. Autre exemple, tiens, allons plus concret, une étude scientifique. Hein. Donc, cette étude scientifique, elle est, donc je suis en train de juger ici, là, de prédiquer, cette étude scientifique est vraie. Mais c'est un jugement. C'est un acte très difficile parce que là, la pensée, la vôtre, se prononce sur l'être d'une chose. Et cette chose, c'est quoi? Ben, c'est l'étude scientifique. Puis que votre pensée se prononce et dit qu'elle est vraie. Donc, on se prononce par rapport à la vérité. Puis, cette étude est vraie. Puis, ce jugement, vous le voyez bien, là, parce que ça implique une préconception de ce qu'est la vérité, ben, à ce moment-là, on va parler d'un jugement épistémique ou un jugement scientifique, tiens, pour le dire de façon plus moderne. C'est un jugement qui vient évidemment avec son lot de doutes et d'incertitudes. On y reviendra un peu plus tard, mais c'est un jugement épistémique ou scientifique parce que je me prononce par rapport à la vérité. Cette chose, ça peut être une étude scientifique, elle est vraie. Avez-vous besoin d'autres exemples? Je pense que je vais y aller avec d'autres exemples, mais vous commencez à comprendre. Peut-être pendant la pandémie, tiens, cette décision de la santé publique concernant le port obligatoire du masque, elle est juste. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'exercer mon jugement parce que je vais prendre les mêmes ritournelles, comme ça va finir par rentrer. C'est un jugement parce que la pensée, la vôtre, est en train de se prononcer sur l'être d'une chose. Puis la chose en question, c'est quoi? Ben, c'est la décision de la santé publique. Puis je juge que cette chose, cette décision, elle est juste. Et parce que c'est un jugement qui se prononce par rapport à la justice, puis il y a une préconception de la justice, il faudrait prendre le temps d'y réfléchir, mais on parle de jugement politique ou juridique peut-être lorsqu'on évoque la question de justice. Mais c'est un jugement parce que c'est votre pensée qui est en acte, puis qui se prononce par rapport à cette chose qui est une décision de la santé publique, puis je la qualifie de juste. Voilà, vous commencez à comprendre un petit peu la gymnastique intellectuelle. Peut-être dernier exemple pour être sûr que ça connecte bien. Peut-être un exemple de hockey, allons-y, très concret pour les fans du CH qui peinent encore une fois cette année à avoir quelques victoires, puis qui se lovent dans les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef peut-être. Allons-y avec un exemple de hockey. Le comportement de ce joueur de hockey est mal. Hein, j'ai vu ça hier. Ça n'a pas de bon sens de faire ça. C'est mal. Ben ici, on a un jugement parce que ici, la pensée, la vôtre, se prononce sur l'être d'une chose. Puis la chose en question, ben, c'est le comportement de ce joueur. Puis je me prononce par rapport au bien ou au mal de cette chose. Puis si je me prononce, puis si ça a rapport avec le bien, à ce moment-là, c'est un jugement éthique ou un jugement moral parce que je me prononce par rapport au bien et au mal. Jugement. Hein? Me suivez-vous encore, là? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais c'est un terme, vous le voyez, là, c'est un terme qui est lourd, qui est riche. On prend rarement le temps de le définir, mais je vous réinvite à plonger dans chaque exemple, puis vous allez le voir, à chaque exemple, c'est toujours la même ritournelle, c'est la pensée, hein, la vôtre, qui est en acte. Elle bouge, votre pensée, là, elle est là, elle se pose des questions, puis là, elle tente de prédiquer, elle tente de dire ce que cette chose est. Hein, c'est le verbe être. Puis si cette chose, on tente de définir si elle est bien, si elle est juste, si elle est belle, si elle est vraie. Puis à chaque fois, si je fais ça, puis si ça concerne le bien, le juste, le beau, le vrai, ben à ce moment-là, on a l'exercice du jugement. Prédiquer une chose, associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité, par rapport au beau, au juste, au vrai, au bien. C'est ça, juger.
Hein? C'est simple, hein? Non, c'est pas si simple que ça. Mais je sais que ça me semble peut-être un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est le fun. Je sais que vous allez vous contenter peut-être de juger sans réfléchir et sans même comprendre c'est quoi le jugement. Mais une fois dans votre vie, hein, vous aurez pris le temps d'y réfléchir. C'est quoi juger? Puis la philosophie, ça sert un peu à ça, là. Nous faire voir et nous faire admirer la complexité de notre quotidien. Hein, on juge sans cesse, à chaque jour, vous êtes en train de prédiquer, juger, vous prononcer par rapport au beau, au juste. Les médias sociaux sont remplis de personnes qui jugent, mais on ne sait pas exactement c'est quoi juger. Puis là, ben voilà, on aura fait au moins cette première réflexion ensemble. Puis la prochaine fois que quelqu'un autour de vous ben, dira sers-toi de ton jugement ou arrête de juger. Maintenant, là, vous saurez un peu mieux la vraie difficulté. Hein, la vraie difficulté, c'est de savoir exactement ce qu'est juger. Voilà, la tâche philosophique extrême, définir l'être des choses. Bon, c'est de la philosophie, mais en même temps, c'est important d'enrichir cette notion, je le disais un peu plus tôt, parce que dans l'exercice de votre profession, l'exercice du jugement, c'est partout. Hein. Est-ce que décider pour vous là, si telle chose est vraie, si telle règle est juste ou appropriée, ou est-ce que c'est la bonne ou mauvaise décision, c'est toujours là. Puis vous allez remarquer aussi, c'est une notion importante à associer à la notion de jugement, vous allez remarquer que la notion de jugement s'exerce toujours dans un contexte d'incertitude. Là où il y a des incertitudes, là où il y a le doute. Et pourquoi? Ben parce que, écoutez, le bien, le vrai, le juste, ça reste des notions là, très complexes, puis qui exigent, elles aussi, d'être définies, puis qui exigent de reconnaître la difficulté de définir c'est quoi exactement le bien, le vrai et le juste. Puis à chaque fois que le jugement s'exerce, on tente de se prononcer sur ce qui est vrai, juste et beau. Là. Mais qu'on se le dise, là, personne qui le sait exactement, là, c'est quoi le vrai avec un grand V ou le juste avec un grand J ou le beau avec un grand B. Ça reste à définir tout ça. Là. Et pourtant, on juge à tous les jours. On tente de se prononcer sur ce qui est vrai, juste et beau. Là. D'ailleurs, parlant d'incertitude, vous avez sûrement remarqué que dès qu'il n'y a plus d'incertitude, hein, dès qu'il y a certitude, autrement dit, l'exercice du jugement n'est plus nécessaire. Hein. Ça prend personne pour juger si 2 plus 2, ça égale 4. C'est-à-dire que vous faites 2 plus 2 sur votre calculatrice, c'est 4. Est-ce que c'est l'exercice du jugement de votre calculatrice? Non, elle fait juste répondre à la question qu'on lui pose, puis c'est assez certain, je dirais, comme conclusion. Je n'irai pas à dire que votre calculatrice est en train d'exercer son jugement. Mais pourtant, hein, mais surtout, j'allais ajouter, c'est dans des zones d'incertitude que le jugement est nécessaire. C'est lorsqu'il y a le doute, c'est pour ça qu'on parle de dilemme éthique, puis c'est pour ça qu'on associe la notion de dilemme à la notion de jugement, parce qu'il y a ce doute. Puis dès qu'il y a doute ou dès qu'il y a incertitude, il y a invocation de la nécessité du jugement en acte et de la pensée qui se prononce. Oui, je pense que c'est le moment de dire, de donner quelques exemples. Est-ce que cette structure, est-ce que ce pont, il est en bon état? Est-ce que cette route doit passer à tel ou tel endroit? Est-ce que cette troisième structure là, qui va traverser le fleuve, est-ce que ça va permettre de réduire le trafic à long terme? Est-ce que le tracé est cohérent avec les intentions de développement durable de notre gouvernement? Est-ce que ce système informatique est sécuritaire? Est-ce que ces résultats reflètent la réalité? Laquelle de ces trois études est-elle la plus fiable et rigoureuse? À toutes ces questions, si vous êtes certain de la réponse, ben, on pourrait dire que votre jugement n'est plus nécessaire. Ben non, ben, c'est certain.
Puis une fois qu'on a décidé de se prononcer, puis qu'on est certain, on peut mettre le jugement de côté. On n'en a plus besoin. C'est peut-être pour ça qu'on aime ces zones de certitude où on aime penser que la complexité peut être réduite à quelque chose de plus simple. L'exercice du jugement, c'est difficile. Ça exige plutôt la reconnaissance de ces zones de doute et d'incertitude. Puis, humains que nous sommes, on préfère les certitudes. On préfère ces zones-là, ces zones où malheureusement, il n'y a plus de place pour l'exercice du jugement. Or, le jugement, il est nécessaire pour décider dans des contextes où il y a incertitude. Et qui doit se prononcer, qui doit exercer un jugement professionnel dans ces zones d'incertitude? Qui? Ben, c'est toi. C'est vous, mes petits amis, qui allez devoir exercer votre jugement dans ces zones où il y a nécessairement incertitude, où il y a nécessairement complexité. Puis d'ailleurs, si vous comprenez pas encore exactement c'est quoi le jugement, vous pouvez peut-être vous retourner vers son strict contraire, le manque de jugement. Puis ça, j'en parlais un peu plus tôt. Si vous explorez un peu les réseaux sociaux, ceux qui manquent de jugement, il y en a un peu, là. Il y en a un peu. Puis je dirais, peu importe de quel côté on se range derrière un débat qui est polarisant, là, lorsqu'on va dans les extrêmes d'un débat polarisant, il y a toujours des personnes qui manquent de jugement. Et c'est quoi qu'on reproche à ces personnes qui manquent de jugement? Rappelons, cette expression-là est importante, là. Ils manquent de jugement, mais ils manquent de quoi? Ils ne manquent pas d'informations, ils ne manquent pas de connaissances. Des informations, ils en ont souvent à la tonne, des informations, même des informations qu'on peut douter de la pertinence. Ils manquent de rien, ils ne manquent pas de connaissances, ils ne manquent pas d'informations. Curieusement, je vous dirais que le signe peut-être le plus évident qu'il y a manque de jugement, c'est le refus d'accepter cette part d'incertitude dans le savoir. C'est la négation de la complexité. Parce que vous le savez, si vous faites de la science et du génie depuis 3-4 ans maintenant, là, vous le savez, vous avez exploré ces domaines, ben c'est compliqué. C'est compliqué tout ça, là. C'est complexe le savoir en science et génie. Puis pour être rigoureux, vous le savez, ça demande minimalement de reconnaître qu'il y a une complexité, puis que vous allez vous aventurer dans cette complexité, puis tenter néanmoins d'arriver à prendre des décisions malgré cette complexité. Des ponts, des routes, des structures, des réseaux informatiques, c'est compliqué tout ça. La santé humaine, c'est complexe. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Construire un pont, un avion, une fusée, un robot, un logiciel, c'est compliqué. L'arpentage, c'est compliqué. Faire de la chimie, faire des études géologiques. Quoi d'autre? Concevoir des vaccins, des médicaments, faire de la recherche. C'est complexe. Puis on ne peut pas réduire la réalité de tout ça à des simplifications simples. On aime ça, la simplicité, mais on ne peut pas réduire cette complexité à des... Bon, ce n'est que des que ceci et de que cela. Vous savez, ceux qui essaient de résumer la complexité à des que ceci et que cela, ce n'est jamais que ceci et que cela. C'est toujours plus complexe. Puis, ce sont dans ces zones d'incertitude, curieusement, que vous allez vous amuser. Si on revient à Aristote, oui, on y revient toujours à Aristote. Le manque de jugement, puis c'est intéressant d'y revenir à la fin de cette présentation. Pour Aristote, le manque de jugement, c'est la pensée, mais qui n'est plus en acte. C'est la pensée qui arrête de bouger, là. Imaginez-vous votre... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme image? Imaginez-vous un petit singe dans votre tête là, qui bouge. Ben, ce petit singe, il ne bouge plus, là. Lorsque vous manquez de jugement, il ne bouge plus. C'est la pensée qui
qui peut-être peut se contenter des explications, des solutions simples qu'on lui propose, des solutions simples à des problèmes complexes. Puis, rappelons-le, des problèmes complexes qui, si on a du jugement, on reconnaîtra qu'ils sont bourrés d'incertitudes. Donc, le manque de jugement, c'est la pensée qui refuse d'accepter cette complexité et cette incertitude, puis qui cesse d'être en acte. C'est ça. C'est ça, le manque de jugement. Puis désolé de vous l'apprendre ici, mais cette pensée qui n'est plus en acte, qui refuse d'accepter la complexité, qui refuse d'accepter les zones d'incertitude, vous ne serez pas surpris de savoir qu'il y en a, malheureusement, des deux côtés de n'importe quel débat. Là. Je vous disais, dans les extrêmes d'un débat polarisant, là, il y a dans ces extrêmes des personnes qui ont cessé d'exercer un jugement, hein, dont la pensée n'est plus en acte, qui ont refusé maintenant d'accepter les zones d'incertitude, puis qui se confortent dans leur certitude. Vous allez trouver ça dans tous les débats, là, que ce soit à une certaine époque, c'était le port du masque, et aujourd'hui, c'est quoi les autres débats? Le végétarisme ou les soins des animaux. Vous savez, il y a tout ça, là, ces débats-là sur les réseaux sociaux. Ben, de chaque part du débat, dans les extrêmes, il y a souvent là, ces personnes qui se réfugient dans leur certitude, qui ont peut-être besoin d'être assurées. Là, c'est pas pour les juger, mais c'est ça. C'est humain. On aime la certitude. On aime la foi, ça sert souvent à ça, là. Sortir de ces zones d'incertitude pour commencer à avancer malgré ces incertitudes. Mais pour la science, c'est cette position délicate où on jongle avec la complexité et les incertitudes parce que la réalité, la nôtre, du moins la réalité scientifique, elle est complexe et incertaine, puis ça prend du jugement pour naviguer dans ces zones incertaines et complexes. Voilà. C'est ce que j'aurais à vous dire à propos du jugement. Puis lorsque quelqu'un vous dira sers-toi de ton jugement ou il manque de jugement, mais maintenant vous serez un peu plus habilité à apprécier la complexité de cette tâche qui est celle d'exercer son jugement parce que, rappelons-le, dans l'exercice de votre profession, on va vous demander d'exercer un jugement professionnel, mais un jugement quand même. Et en plus, ajoutons un jugement libre et autonome. Mais là aussi, deux notions extrêmement fortes. Et en plus, on vous dira jugement professionnel, libre et autonome. Et exercer ce jugement de façon responsable. Et là, on revient à la première partie du podcast. Vous voyez, ce sont plusieurs mots. Ils sont là, ils traversent la plupart des documents qu'on va vous transmettre lorsqu'on vous dira qu'est-ce qu'une profession. Mais il faut prendre le temps d'y réfléchir. Hein. Ce sont des mots extrêmement riches, extrêmement lourds, puissants, inspirants. On parle de jugement, on parle de liberté, on parle d'autonomie, de responsabilité. Et nous avons à peine effleuré aujourd'hui cette complexité. OK, ce sera tout cette semaine pour mon intro au module 7. Rappelons les objectifs cette semaine. Donc, premier objectif, expliquer quels sont les régimes de responsabilité balisant l'exercice d'un professionnel. Donc, on parle de responsabilité criminelle, civile, disciplinaire. J'en ai dit quelques mots aujourd'hui. On va poursuivre demain en classe. D'expliquer quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel, son rôle moral. J'en ai dit quelques mots. Il y a le terme responsabilité prospective et rétrospective qui exige ici d'être compris. Définir enfin, troisième objectif, définir le jugement professionnel. Définir le jugement et d'en expliquer la valeur au sein de votre exercice, de l'exercice plutôt de votre profession. J'en ai dit aussi quelques mots dans ce podcast. On a réfléchi sur le terme jugement. Je vous rappelle, vous avez vu dans cette deuxième partie du podcast.
OK, ben ce sera tout pour cette semaine. On reprend les hostilités demain en classe, donc demain, mardi, pour votre cours éthique et professionnalisme. D'ailleurs, je le répète ici, à la fin du cours, il va y avoir un caout récapitulatif pour tester, juste avant de vous lancer dans l'examen de mi-session, là, où vous en êtes dans votre étude. Sinon, là, ben, ça vous donnera des exemples de thèmes probables qui peuvent se retrouver dans votre examen de mi-session avant de commencer à l'étudier. Voilà, donc concernant l'examen de mi-session, je ne répéterai pas ici, là, consultez plutôt le dernier épisode. Je dirais que les 20 dernières minutes, là, c'est exactement ça. Là, je vous donne mes instructions concernant et les informations concernant l'examen de mi-session. J'en dirai pas plus ici. On se revoit plutôt pour nous, on se revoit demain en classe ou en classe synchrone, c'est à vous de voir. Sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Soyez responsables et servez-vous de votre jugement. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, le voici. La grève est terminée. Yeah. L'indice, la grève est terminée. Allez, bye bye.